Et bien voilà, deuxième partie de cette séance. Voilà, une séance où il était en train de... Seth nous parle des avantages, toujours à cette alternance rapide entre les temps de sommeil et les temps d'éveil. Et là, il venait nous parler de ce qui se passait avant, par exemple au moment de l'homme des cavernes, le rythme qu'ils avaient à cette époque-là, justement pour nous expliquer que c'était un rythme plus naturel d'avoir des périodes d'éveil pendant la nuit. Il enchaîne dans le paragraphe suivant en disant « Au lieu de dormir pendant une longue période ininterrompue comme vous le faites, l'homme des cavernes, donc, il dormait par phase de 2 ou 3 heures, réparties sur toute la période d'obscurité. Du crépuscule à l'aube, en alternance avec des phases où il était tout à fait réveillé et plein d'activité. » Et ça correspondrait effectivement à ce qu'il nous parle, ce qu'il nous explique depuis le début de ce chapitre. Donc voilà, cet homme des cavernes, nous dit-il, dormait par phase de 2 ou 3 heures réparties sur toute la période d'obscurité, du crépuscule à l'aube, et vraiment en alternance avec des phases où il était tout à fait réveillé et plein d'activité, donc c'est possible. C'est ce que Seth nous propose de faire, en tout cas. Il se glissait, continue-t-il, aussi à l'extérieur pour chercher à manger quand il espérait que les prédateurs qu'il craignait étaient endormis. C'est pour montrer que c'est vraiment une vraie activité. Vraiment, je me lève, je vais chercher dans la nature de quoi me nourrir. C'est tout à fait... voilà, c'est une vraie activité physique, une vraie activité pleine qui demande toute son attention, toute sa conscience, d'autant plus si c'est pendant la nuit. Alors, moi je suis toujours étonné, et là dans notre résidence il y a une coupure d'électricité de l'éclairage général, et je suis toujours étonné. Alors bon, on habite à côté d'une grande ville, effectivement, donc ça doit sans doute se ressentir, mais c'est pendant les nuits de pleine lune. Quand il n'y a pas de lumière, on y voit quand même extrêmement bien. Les yeux s'habituent vraiment au noir. Il ne faut pas passer tout de suite effectivement d'une lumière artificielle, vraiment éclairée, et puis tout de suite dans le noir, oui. Au début on voit pas grand chose, mais dès que les yeux s'habituent un petit peu, ça m'étonne pas qu'on puisse faire des activités, en tout cas se promener, aller chercher à manger. On y voit largement assez, donc... Jusqu'à quelle phase de la Lune on peut encore voir assez ou pas? Est-ce qu'il y a besoin après d'avoir des torches, d'amener de la lumière? Je ne sais pas, c'est pas expliqué. Mais en tout cas, c'est une phase où nous, en plus maintenant, donc effectivement avec la lumière artificielle, de faire des activités pendant la nuit est tout à fait possible. Seth nous proposait au moins d'aller faire des promenades ou toute activité d'extérieur pendant la nuit, à certaines périodes de nuit en tout cas. Donc voilà les exemples qu'il donne sur l'homme des cavernes, et il nous dit que tout cela avait pour résultat une mobilité de la conscience qui garantissait effectivement sa survie physique. Une mobilité de la conscience qui garantit sa survie physique. Pas forcément, ça peut être compris dans les deux sens, mais pas forcément dans le fait que je m'éveille facilement, donc si jamais il y a un prédateur, je survis. Ça peut être déjà le cas. Le fait aussi de me réveiller spontanément et d'aller chercher à manger, ça veut dire que je garantis mon alimentation. Donc ça peut être lié à cette survie physique. Mais je pense qu'il en parle au sens très concret, selon lui, que pendant ces phases-là, ça régénère le corps, que c'est indispensable pour garder un corps en bonne santé. Moi, je le comprends plutôt comme ça. Dans la même phrase, d'ailleurs, c'est point-virgule, il continue en disant « Il se souvenait des intuitions qui lui étaient apparues en rêve et pouvait les mettre à profit lorsqu'il était réveillé. » Et donc, pour lui, il met ça dans la même phrase. C'est donc l'impression que cette survie physique dont il parle est effectivement liée
aux intuitions, au fait de relier, on revient toujours même, de relier les 2 moi, de relier les capacités de nos 2 moi, de prendre conscience de tout ce qui se passe dans nos rêves, de les ramener dans notre partie éveillée. C'est bien ce que Seth nous propose depuis longtemps. Il le répète régulièrement. Les messages qui viennent dans nos rêves, pas tous, mais en tout cas certains, peuvent être directement utilisables à partir du moment où on les traduit, où on les comprend. Si vous vous rappelez la notion de symbolique dans les rêves, que chacun va avoir une symbolique différente, donc des rêves qui signifient des choses différentes, etc. En tout cas, le même objet a des sens différents pour des personnes différentes dans un même rêve. Et que c'est quand même, en partie, ça peut être des informations qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans le moment où on est éveillé, on n'est pas obligé de faire uniquement appel au mental et purement au mental. Si on fait ça, ça nous enferme dans le monde physique, quelque part. Ce que Seth nous dit, c'est que de nous reconnecter à nos sens internes nous redonne des informations qui sont vitales. Là, il parle de survie physique, moi je le comprends vraiment comme ça. Les mettre à profit, les intuitions du rêve, les mettre à profit lorsqu'il est réveillé. C'est bien qu'il y a une information vitale qui vient d'un rêve et qui fait qu'on va faire quelque chose de particulier dans la vie de tous les jours, de vraiment, vraiment important, de vraiment qui nous est utile en tout cas quand on est réveillé. Oui, pour moi, voilà, ça va vraiment au-delà, effectivement, juste de cette protection par rapport aux prédateurs. Or, continue-t-il dans le paragraphe suivant, il nous dit que de nombreuses maladies sont tout simplement dues à la division que vous pratiquez, à cette longue période d'inactivité corporelle, à cette période de focalisation ininterrompue, soit dans le rêve, soit dans l'état de veille. Il a demandé à Robert de souligner les 2 soit. Soit. Il y a 2 moi. Soit l'un, soit l'autre. On fonctionne comme ça ou on fonctionne comme ci. Et les 2, du coup, vivent en parallèle. Et c'est quelque part là le déséquilibre qui s'installe dans nos vies. C'est qu'on ne prête pas attention à la qualité, à la richesse des informations qui nous viennent en permanence, nous rappelle Seth, de nos sens internes. Notre grand moi cherche à nous donner des indications qui nous sont utiles pour notre vie quotidienne. Donc, nous ne sommes pas séparés. Là, il nous dit même que des maladies, de nombreuses maladies, dit-il, sont dues juste au fait que on soit trop séparés. On fasse une nuit trop longue et une journée trop longue. Quand on dort, on dort. Quand on est éveillé, on essaie de rester éveillé à fond. Mais la conscience a besoin de cycles plus fins. Je le répète, j'insiste beaucoup dessus, j'en suis navré, mais pour moi, ce chapitre, il est extrêmement important et il est dans la cohérence de tout ce que Seth nous a dit avant. Son message, je le dis et je le redis, et on l'a dit dans la vidéo de présentation, est cohérent. C'est en ça que il nous semble vraiment très très important, toutes ces informations. Tout son message se tisse, se retisse, se complète, prend petit à petit de l'intérêt, de l'importance au fur et à mesure qu'on le lit, qu'on le découvre, qu'on le redécouvre, qu'on complète avec les autres livres, parce que ça va faire du sens. Et ce qu'il a dit dans un livre va se compléter dans un autre livre. Ce qu'il a dit dans un chapitre se complète dans un autre chapitre. Et inversement, en relisant le premier chapitre, vous retrouvez du sens, parce qu'il donnait déjà des indications dans ses tout premiers chapitres, qu'il va compléter plus loin. Donc ça donne cette impression de répétition. Et comme moi-même je répète, ça fait double répétition par rapport à ce que dit Seth. Mais en tout cas, c'est le fonctionnement qu'il a voulu, pédagogique on va dire, pour présenter ces éléments.
et justement nous aider à nous en rappeler. Mais quand il répète, il ne répète pas simplement, il va en général rajouter un élément pour refaire du lien avec ce qu'il a dit dans les pages juste avant, ou pour préparer quelque chose qu'il va présenter juste après. Nous pouvons donc être malades simplement parce que nous dormons trop longtemps et d'une seule traite. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui me semble intéressant là de noter que, en tant que thérapeute, les gens viennent me voir en me disant voilà, je fais des insomnies, je me réveille la nuit, je suis éveillé 1 heure ou 2 en pleine nuit. Et quand je relis ça, je me dis mais super, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Et il y a aussi beaucoup de personnes qui disent le matin je me réveille, ça va, je suis pas trop fatigué. Mais alors c'est pas grave, c'est de l'ordre culturel où les personnes âgées, voilà, les personnes âgées elles arrivent plus à dormir. Bah oui, mais elles font des siestes, elles dorment à d'autres moments. Elles ont un autre rythme qui est peut-être plus proche de notre rythme qu'on devrait avoir de manière, nous tous, en tant qu'adultes, régulière. Il y a une sorte de culture que si jamais on se réveille la nuit, ça va pas, c'est pas bien. Voilà, la nuit c'est fait pour dormir. Donc des gens qui veulent dormir, c'est ce que Seth nous disait juste avant, il nous disait mais vous subjuguez, non, qu'est-ce qu'il disait? Vous aliénez, vous stupéfiez votre corps à force de suggestion. Et d'ailleurs, oui, j'ai regardé, parce que ce mot stupéfié, on s'en sert pas beaucoup, il me semble, en langue française, en tout cas, moi je le vois pas souvent. J'ai regardé en version originale, il utilisait le mot de droguer. Hein. Vous droguez votre corps en rajoutant avec des suggestions. Donc je pense que ça donne un meilleur aperçu vraiment de ce que Seth voulait nous dire. Si bien qu'il croit devoir dormir pendant un certain nombre d'heures sans interruption. Mais finalement, ce corps peut avoir la même énergie, même si on se réveille dans la nuit. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On peut tout à fait se lever, faire des activités physiques, aller se promener, ou lire, ou faire quelque chose en tout cas. Et 1 heure après, ou 1 heure et demie, ou 2 heures, oui, se dire, voilà, je suis à nouveau fatigué, je reprends un petit temps au calme, et je me rendors. Est-ce que vous êtes vraiment fatigué si vous faites ça le lendemain matin? À vous de vérifier. Mais si vous êtes persuadé que vous avez besoin d'une longue période de sommeil, oui, ça va vous choquer, vous déranger, si jamais vous êtes réveillé pendant 1 heure pendant la nuit. Et vous vous persuadez le matin que vous êtes fatigué, mais en fait, si vous avez quelque chose à faire, vous vous rendez pas compte que vous êtes fatigué, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment fatigué. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre culturel dans cette notion de nuit. Donc voilà, cette longue période d'inactivité corporelle. Soit dans le rêve, soit dans l'état de veille. C'est ce qu'il nous disait à la fin de cette phrase. Et j'enchaîne donc avec la phrase suivante, où il dit « Votre conscience normale bénéficie d'incursions et de périodes de repos dans les champs de réalité dans lesquels vous pénétrez quand vous dormez. » Votre conscience normale, elle fait des allers-retours, des incursions et même des périodes de repos dans d'autres réalités. Des réalités où vous allez quand vous dormez. Votre conscience normale, à vous. Pas, je crois pas, pas l'inconscient, la partie inconsciente. Ce qui est vraiment lié à votre fonctionnement au quotidien. Et dit-il pour finir cette phrase, la conscience prétendument endormie tire également profit de fréquentes incursions dans l'état de veille. Donc là, il présente les choses comme s'il y avait 2 parties de conscience, et c'est ça qui est étonnant, puisqu'il nous dit avant, faites du lien entre vos différents moi, il n'y a pas de division. Mais là, il parle d'une conscience normale, qui est donc la conscience qu'on a quand on est éveillé, la conscience de nous-mêmes, et que cette conscience bénéficie des phases de rêve notamment,
Mais il dit également, il parle d'une conscience endormie, en tout cas la version de nous quand on est endormi, et elle tire profit, dit-il, de fréquentes incursions dans l'état de veille. Donc c'est pas si séparé que ça, c'est amusant, il les présente comme si c'était notre conscience quand on est éveillé et elle va voir ce qui se passe dans les rêves, notre conscience quand on dort et elle va voir ce qui se passe quand on est réveillé. Donc c'est pour moi au moins un gradient, voire c'est un peu la même chose, et c'est deux parties d'une même chose qui se regardent un peu l'un l'autre, qui vont en tout cas explorer différentes versions. Je pense qu'il donne cette phrase pour vraiment nous aider à comprendre justement qu'il n'y a pas de séparation, en tout cas. Lui, il les sépare pour les nommer, mais peut-être pour mieux nous faire comprendre que finalement, ces deux parties de notre conscience sont reliées, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent ensemble. Elles ont la capacité, en tout cas, l'une l'autre, d'aller explorer ce qui se passe dans la partie qui ne serait pas réservée à elle. Bon, voilà, tout ça en tout cas conforte ce qu'il nous dit au départ, hein, il me semble. Donc je n'insiste pas plus, et je continue, où il leur dit à eux maintenant que vous pouvez faire une pause, ce qu'ils vont faire effectivement de leur côté. Petit commentaire de Robert, la transe de Jen a été profonde et son débit rapide. Elle se souvient pourtant d'une partie du matériau, ce qui est inhabituel. Elle n'a fait aucune lecture sur le sommeil ces temps-ci. Tout ça me dépasse complètement, dit-elle. Je n'ai jamais eu d'idée de ce genre, en tout cas consciemment. Bon, tout ça aussi dans leur état d'esprit de se conforter. À l'époque, c'est le premier livre, hein, rappelez-vous. Ils sont toujours un peu dans cette vérification dont ils ont besoin eux-mêmes que Seth n'est pas la partie inconsciente de Jen qui s'exprimerait sans qu'ils le sachent. Là, en tout cas, elle a donc une transe très profonde, mais elle arrive quand même à se souvenir d'une partie du matériau. Pour moi, je vous souligne juste cet aspect-là parce que j'ai l'impression que, encore une fois, ce qui se passe pendant la session reflète le matériau qui est donné par Seth. Il venait de dire que la conscience normale va voir ce qui se passe dans les rêves et inversement. On peut, il me semble, sans détériorer le message de Seth, dire que ce qui se passe dans la conscience de Jen quand elle est en transe est sans doute assez proche de ce qui se passe quand elle est en rêve. En tout cas, ce n'est pas le même type de conscience que quand elle est éveillée. La plupart du temps, elle ne retient pas du tout ce qui se passe. Très peu de temps, ou un peu comme nous quand on se réveille et qu'on peut retenir un rêve, mais si on va faire quelque chose pendant 5 minutes, après le rêve, moi en tout cas, c'est mon cas, en général il est perdu si je ne l'ai pas noté tout de suite. Et bien là, donc, ce serait un peu pareil. C'est-à-dire que Seth nous disait que, regardez, il y a du lien entre les deux parties de votre conscience. Eh bien, étonnamment, Jen, cette fois-ci, l'a vécu également, et donc est capable d'en parler. C'est donc bien quelque chose de vécu dans son corps. Et Seth reprend. Maintenant, j'aborde ici ces sujets parce que changer vos habitudes de cette manière entraînerait une meilleure compréhension de la nature du moi. Comment s'appelle le chapitre ? J'ai un doute. Le sommeil, les rêves et la conscience. Il refait du lien entre, effectivement, et c'est ça qui, moi, m'a vraiment étonné dans ce chapitre la première fois que je l'ai lu, ça paraît tout simple ce qu'il propose. De changer juste, de rééquilibrer la manière dont on gère nos 24 heures. Eh bien, juste ça,
ça entraîne une meilleure compréhension de la nature du moi. Ça nous rapproche, pas forcément d'une compréhension intellectuelle, mais peut-être un peu plus intuitive, de comment nous fonctionnons, qui nous sommes, dans notre entièreté. Comment notre moi global fonctionne avec ses différentes parties et comment finalement ça dialogue. Voilà, c'est pour ça, nous dit-il, qu'il aborde ce sujet-là. Si les parties internes de la personnalité en rapport avec le rêve vous semblent si étranges, ce n'est pas seulement à cause de leur différence fondamentale de focalisation, c'est aussi parce que vous consacrez à ces différentes zones du moi des périodes clairement opposées d'un cycle de 24 heures. Nous avons donc découpé à peu près 2 tiers, 1 tiers consacré simplement au moi interne, comme on dit, les parties internes de la personnalité. Elles nous semblent tellement étranges parce que c'est découpé. Voilà. Il redit une nouvelle fois, d'une autre manière, ce sur quoi j'insiste depuis le début de ce chapitre. Donc ce n'est pas en tout cas seulement, donc en partie quand même, mais ce n'est pas seulement à cause de leur différence fondamentale de focalisation, mais aussi parce que nous avons découpé nos 24 heures de cette manière. Il continue en disant « Vous les séparez autant que possible ». C'est en tout cas moi, c'est vraiment mon impression. Habituellement, voilà, quand on dort, et on a cette culture de se dire, si jamais je me réveille, c'est affreux, t'as mal dormi cette nuit, je me suis réveillé, j'ai des insomnies. Et voilà, ça rentre dans une liste de maladies. Je suis insomniaque après, voilà, on crée ce truc-là. Alors que Seth nous dit, mais non, c'est super, allez-y, c'est pas grave. Ne créez pas, ne transformez pas quelque chose qui vous vient naturellement, ne la nommez pas en tant que maladie. Si vous êtes persuadé que votre corps suit son rythme et qu'il n'a pas besoin d'autant de sommeil, quitte à refaire une sieste après, c'est ce que Seth nous propose dans la journée, à un moment que vous pouvez, le plus possible. Ça vous fait donc, si vous avez une grosse insomnie au milieu de la nuit, ça vous fait 2 périodes de sommeil. Rajoutez-en une 3e dans la journée, quand vous pouvez. Et normalement, Seth nous dit que si sur un total de 3 périodes de 2 heures, par exemple, ou 2 fois 3 heures, mais puisqu'il nous disait 4 heures, plus une sieste de 2 heures. Il y avait différentes propositions. Vous voyez, en tout cas, il y a ce découpage-là possible. Et on transforme quelque chose qui est culturel de se dire « c'est une insomnie » en quelque chose où Seth nous dit « c'est naturel ». C'est naturel et c'est bénéfique. Vous voyez, comme c'est vraiment culturel de transformer quelque chose où chez les gens « je me réveille », on transforme ça en maladie. Et pourquoi ? Là, c'est vraiment, on se crée une maladie. Juste parce qu'on met des mots, parce qu'on met des normes, parce qu'il faut généraliser, parce que globalement, les gens on pense que... Mais si vous êtes à l'écoute de votre propre rythme, ça arrive pas. Voilà. Il n'y a pas besoin de nommer des choses, de donner une définition et surtout pas de maladie. La difficulté, je le redis, et j'en suis bien conscient, il ne faut pas non plus être naïf, c'est le fait de vivre en société, vivre avec d'autres personnes autour qui ont un rythme, et il faut qu'on se mette d'accord sur un rythme. Donc c'est pour cette raison-là principalement. Quand je dis, la société a évolué de telle manière à ce que cette échelle planétaire, notamment, on a besoin d'être tout le temps actif, parce qu'il se passe toujours quelque chose sur la planète. Je parle de ça, c'est cette transformation de dire, on est en lien avec les autres, il se passe quelque chose avec les autres. La difficulté, c'est pour chacun de gérer son équilibre, de gérer l'équilibre entre ce qui est bien pour soi et que de vivre avec une famille
Donc de trouver le rythme avec les autres personnes dans la famille, de manger ensemble, de prendre des temps de partage, de dormir à peu près en même temps pour pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse une activité qui gêne un autre quand il a envie de dormir, que chacun puisse s'exprimer, d'avoir l'énergie dont on a besoin toute la journée, d'avoir éventuellement une activité pendant la journée, l'école, un métier, quelque chose qui vous intéresse, qui demande de rencontrer d'autres personnes à des horaires particuliers. Et c'est ce cadre-là, en fait, qui nous rajoute des sortes de contraintes par rapport à ce qu'on aimerait faire naturellement. Et souvent, en vacances, on n'a pas le même rythme que pendant les périodes de travail. Mais est-ce qu'on dort beaucoup plus ? Pas forcément. Mais on peut se permettre une sieste, on peut se permettre... Oui, on est plus à son rythme. Donc l'idée, c'est vraiment une proposition... Alors là, pour le coup, ça peut être un vœu pieux, un petit peu, mais c'est vrai que l'idée, ce serait peut-être de réfléchir une société où l'être humain... Parce que c'est quand même... La société est au service de l'être humain, il me semble. Si on dit que l'humain est au service de la société, moi, ça me choque un peu. Moi, j'aurais envie de dire plutôt l'inverse. À partir du moment où chacun est bien, dans son rythme, dans sa santé, dans son équilibre de vie, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il fait, etc., dans sa famille, dans son... Moi, j'ai plutôt cette vision-là de dire que si chacun trouve son équilibre de vie, c'est en tout cas mon développement personnel, c'est ce, en tout cas, que je vous propose. C'est un point de vue très personnel. À ce moment-là, oui, j'ai l'impression que il faut trouver les moyens de se comprendre, de s'entendre, de dialoguer, et après ça peut être un problème de communication. Mais en tout cas, si chacun trouve son équilibre, est capable de savoir ce qui est vraiment son équilibre, et ce qui est du gadget, du superficiel, et est capable de l'exprimer, sans être figé dans des croyances, justement. J'ai besoin de ça, il me faut ça, si j'ai pas ça, je suis malheureux ou malheureuse. C'est souvent parce qu'on bloque comme ça sur des principes. On a cru comprendre quel était notre bonheur, y compris parce qu'on fait du développement personnel, de la spiritualité, j'ai besoin de méditer 1 heure par jour, sinon je vais pas bien, je vais mourir. J'en sais rien, chacun se crée en tout cas sa croyance. Mais c'est parce qu'on est figé dans ses croyances qu'on va rencontrer l'autre en le bousculant, ou qu'on va être bousculé par l'autre. Parce que ce qu'on croira avoir mis en place qui nous convient, c'est qu'on passe d'une croyance à une autre croyance. Et on peut figer comme ça des croyances. J'ai besoin qu'on me foute la paix. Et voilà, c'est ça d'être bien. Et du coup, on n'est pas du tout tolérant et on n'est pas du tout adaptable. Et on pense être très figé dans son fonctionnement, alors que tout bouge et la conscience, notre conscience bouge. Nous sommes vivants. Et que tout est en capacité de s'adapter à l'autre et qu'il vaut mieux comprendre ce qu'est en train de rechercher l'autre et ce dont il a lui-même aussi vraiment besoin, pour peut-être réussir justement à concilier les points de vue, à fonctionner ensemble avec d'autres personnes, d'autres groupes. Et donc du coup, de pas tomber non plus dans un schéma, par exemple, où on dirait, voilà, il me faut une sieste tous les jours de midi à 1h30, voilà. Et si j'ai pas cette sieste-là, je vais être fatigué, parce que Seth a dit qu'il fallait une période de sommeil. Non. Seth, ce qu'il dit, c'est qu'il faut suivre son rythme naturel et que d'essayer d'aller dormir quand on a besoin d'aller dormir. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à un système comme ça ? En tout cas, comment amener un système où il y a des moments qui peut-être en plus peuvent être ensemble. Seth avait l'impression quand même de dire, il n'a pas donné d'éléments concrets, mais qu'il y a quand même des moments dans la journée où un peu tout le monde normalement devrait plutôt être fatigué, avoir envie de se reposer. J'ai pas encore vérifié, je vous en parle depuis, je crois, c'est la 2e séance. Il me semble bien que c'est au Japon, mais voilà, faudrait que je mette ça, mais je le mettrai en commentaire si je trouve des éléments. Voilà, qui eux, ils disent, bon bah voilà, on propose une période de repos après le repas ou pendant le temps de repas à tout le monde, vraiment. On baisse la lumière, les sièges sont inclinables, et voilà, vous pouvez dormir. La difficulté, c'est si après il y a une réunion à 16h, s'il y en a qui ont besoin de dormir à ce moment-là, voilà, comment on fait, hein ? Donc c'est une vraie question, je n'élude pas cette question-là,
Euh, L'idée, c'est de voir si on peut trouver, décaler cette période de repos, chacun de manière individuelle, s'il y a des gens qui ont besoin de se reposer à ce moment-là. S'ils arrivent à se reposer un petit peu avant, ça peut repermettre une période d'activité peut-être pour des moments qui conviennent le mieux pour faire des réunions, pour d'autres raisons. Bon, voilà, je vais pas aller plus loin, c'était juste pour continuer en tout cas déjà, de dire que j'ai travaillé en entreprise, je pense pas être complètement naïf non plus sur le fonctionnement de l'entreprise, le fait de travailler de manière collective sur des projets. C'est juste que je me pose la question de est-ce qu'on peut pas donner plus, alors peut-être c'est trop déjà, mais en même temps je trouve les avancées en ce moment vont plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire plus de place sur le fait que chacun trouve son équilibre. Voilà. Le bien-être en entreprise, on entend beaucoup parler en ce moment, en tout cas en France, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'avancées ces dernières années, les textes de loi qui prévoient, il y a des... moi je suis sollicité pour faire des cours de yoga en entreprise notamment, parce que ça fait partie des propositions qui sont mises en place, et je pense que c'est au service, si c'est fait de manière intelligible et intelligente surtout, pas intelligible. Intelligible, si, pourquoi pas, pour que ce soit clairement expliqué aux salariés. Que ce qui est proposé, c'est au service d'une alternance de période d'activité et de période de repos. On en revient au même. Et de faire du yoga sur son lieu de travail, moi, ça me choque pas. Parce que ça peut justement se réapproprier ce lieu de travail comme étant quelque chose aussi où on peut trouver quelque chose d'agréable à faire. De passer rapidement d'un moment où je suis stressé, actif, j'ai besoin de faire des choses, à une période où je me régénère, de remontrer à son corps et à son mental qu'on peut faire ça. Donc c'est pas complètement aberrant. Mais par contre, il faut peut-être prévoir des lieux spécifiques pour ça. Tant qu'on est à son bureau avec le téléphone à côté et les gens passent et peuvent nous appeler n'importe quand, oui, c'est compliqué de faire une sieste quand on en a besoin n'importe quand dans la journée. Mais s'il y avait prévu, juste ça peut être une demi-heure qui est laissée libre dans l'après-midi ou dans la journée, ou je sais pas, à voir, mais et chacun peut la prendre un peu quand il sent qu'il en a le plus besoin dans la journée, faire une pause, aller dans un lieu spécifique où il se repose, ou bien il ferme son bureau, il éteint la lumière et il dort, j'en sais rien, il coupe le téléphone. Voilà, là c'est juste une proposition, j'essaie d'alimenter un peu cette réflexion autour de ce que Seth nous propose de manière concrète. J'ai bien conscience que ce n'est pas évident dans nos sociétés, mais je pense qu'il y a peut-être des propositions à faire à partir du moment où on voit l'intérêt, en tout cas. Voilà. Oui, non, juste pour dire qu'effectivement, Seth insistait sur le fait qu'on a tendance à beaucoup séparer, c'est surtout là-dessus, donc je ne vais pas forcément réinsister. Vous les séparez donc autant que possible ces deux phases, et du coup vous séparez nettement vos facultés de création, c'est ça surtout. Voilà. Donc nous séparons, dit-il, autant que possible ces deux périodes dans nos 24 heures, j'insiste pas plus, et du coup vous séparez nettement vos facultés de création intuitive psychique, donc liées plutôt au moi qui dort, de vos capacités de fonctionnement physique objectif. Excusez. Donc, on va toujours dans le même sens, dit d'une manière différente, pour aller au-delà du remettre du lien entre le moi qui dort et le moi qui est éveillé, c'est que l'idée aussi, c'est vraiment de refaire du lien entre tout ce qui est intuitif en nous et intellectuel, donc de remettre du lien entre les deux parties du cerveau, dit autrement. Peu importe le nombre d'heures de sommeil dont vous pensez avoir besoin, nous dit Seth, vous irez mieux en dormant sur des périodes plus courtes et vous aurez besoin de moins de sommeil. Voilà. Là, il est vraiment hyper catégorique. J'en parlais il y a quelques minutes, je vous disais qu'on s'auto-persuade de beaucoup de choses.
nettement, je pense que nous sommes beaucoup plus mobiles, adaptables que ce qu'on pense soi-même. Et pour ça, il faut déjà accepter cette adaptabilité. J'en parle vraiment en connaissance de cause. Moi, j'étais très rigide à une période de ma vie, intellectuellement. Voilà, j'étais très quand même dans le mental. Je suis ingénieur agronome, donc voilà, j'avais un côté de réflexion, de mental, de comprendre, d'analyser. Et du coup, je mettais en place une rigueur, un fonctionnement, oui, assez cartésien, réfléchi, précis, et je laissais pas assez de place, seulement dans mes loisirs, donc c'était très tranché aussi, à mon côté créatif et intuitif, jusqu'à ce que j'ai ressenti qu'effectivement il y avait ces deux parties en moi qui avaient besoin de plus dialoguer, et j'ai beaucoup changé en termes de fonctionnement. Oui, je disais, c'était pas une blague, hein, que j'aimais pas du tout les surprises. Moi, je me souviens, autour de l'âge de 20 ans, ma compagne à l'époque a juste fait la surprise, c'était rien du tout, de venir me chercher à la sortie du travail. Parce qu'on était dans la même petite ville, donc elle est juste venue me chercher à pied au travail, et du coup, on allait tout de suite se promener ensemble et tout. Mais c'est affreux, je me souviens, comme ça m'a perturbé. C'est complètement débile, enfin, quand je revois maintenant. Ça m'a perturbé. Parce que j'étais habitué, je sortais, voilà, je sortais du travail, je rentrais, je déposais mes affaires, et éventuellement on discutait et on ressortait. Le fait qu'elle était là à la sortie du travail, c'est dingue, hein. Donc, c'est vraiment pour vous dire, j'étais vraiment bloqué, rigide, c'est pas une blague. Hein. Donc on peut changer. Là, ce que Seth est en train de nous dire, voilà, peu importe le nombre d'heures de sommeil dont vous pensez avoir besoin, vous pouvez penser de vous-même tout ce que vous voulez. Je vous redis, et Seth nous le redit, ce sont des croyances. Donc ça peut se modifier. Voilà, vraiment très très clairement. Si vous voulez développer en vous des qualités différentes, des compétences, des fonctionnements différents, vous pouvez focaliser dessus au lieu de focaliser sur ce qui vous limite à l'heure actuelle, sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous... Ouais, je suis trop timide, je suis trop ci, je suis trop ça, etc. Focalisez sur ce que vous arrivez à faire et ce que vous voulez mettre en place. Voilà. C'était juste un rappel aussi pour refaire du lien avec ce qui est présenté dans d'autres parties du livre. Là, il en parle pour le sommeil. Vous irez mieux en dormant sur des périodes plus courtes et vous aurez besoin de moins de sommeil. Le bloc de sommeil le plus important doit se situer la nuit. Voilà, c'est très clairement dit. Donc, un gros bloc de sommeil, le plus important, doit se situer la nuit. C'est la période qui est globalement faite pour ça, avec des rêves où il se passe des choses dont on a besoin à cette période-là. Mais, encore une fois, nous répète Seth, et je le répète aussi, le sommeil perd son efficacité au bout de 6 à 8 heures. Et toutes sortes d'inconvénients se manifestent après 6 à 8 heures d'inactivité physique. Toutes sortes d'inconvénients se manifestent après 6 à 8 heures d'inactivité physique. Là aussi, c'est très clairement dit. Hein. Donc, il répète ce qu'il a présenté avant. Si vous avez un doute sur ces éléments-là, regardez les vidéos que j'ai présentées avant, la 51-52. Les différentes propositions de Seth sont là, elles se recroisent, elles se recoupent. En relisant ce chapitre, là, en le redécouvrant avec vous, en le relisant, effectivement, il me semble quand même plus pratique et cohérent et avec un peu moins d'incohérence ou de contradiction que ce que j'avais en tête dans les premières lectures. Il m'a semblé qu'il donnait des indications globalement différentes, mais non, en fait, c'est vrai que ça se recoupe quand même beaucoup. Et que pour résumer, c'est ça, c'est-à-dire que la nuit, c'est la période la plus longue de sommeil, mais ça doit être coupé, ça devrait pouvoir être coupé en 2 phases, avec peut-être 1 ou 2 heures entre 2 phases. Que après, de toute façon, en fait, en gros, il ne faut pas rester 10 heures éveillé ou 10 heures endormi. C'est ça que nous dit Seth.
Et que si on peut diviser la nuit avec une petite période d'activité au milieu, ça nous permet de faire des choses qui peuvent être du loisir, qui peuvent être très très bénéfiques pour nous, tout en ayant une bonne base de sommeil déjà, assez d'énergie pour tenir la matinée ou le début d'après-midi, et qu'il faut retrouver un autre moment dans la journée, fin de matinée, autour de midi, début d'après-midi, fin d'après-midi, où on peut redormir 1 ou 2 heures en fonction des besoins, pour retrouver ensuite donc une période d'activité. C'est ça en fait qu'il nous dit de différentes manières avec les adaptations, parce que chacun est unique. Mais c'est possible et c'est même vivement conseillé. Voilà, je pense que ça permet de faire un résumé justement de ces 3 séances, 51, 52, 53, globalement sur ce que Seth nous présentait. La raison, les avantages qu'il a déjà cités et la mise en place concrète. Je vais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci pour votre attention, très bonne continuation à vous et au plaisir de vous retrouver.